Votre calme ne disparaît pas d'un coup. Il s'échappe dans les détails, comme un fil qui se rompt lentement. D'abord, un mot de travers, puis un retard, une remarque absurde, une provocation quelconque. Quand vous vous en rendez compte, vous êtes déjà en guerre à l'intérieur, réagissant à tout, sans aucun contrôle. Mais il existe un autre chemin, une manière de faire taire le chaos sans y échapper, d'affronter n'importe quelle situation avec lucidité, fermeté et présence. Aujourd'hui, je vais te montrer 10 attitudes stoïciennes qui protègent ta paix intérieure. Des attitudes simples, silencieuses, mais puissantes, qui transforment ton esprit en un endroit sûr. Et tout commence par un choix. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis le calme. Je suis stoïcien. » Parce que lorsque la conscience s'éveille, même ce qui te déstabilisait auparavant devient trop insignifiant pour t'ébranler. Juste avant que l'on commence, je veux te demander 2 choses. Laisse ton like et abonne-toi à la chaîne. C'est la seule manière pour que ce contenu atteigne plus de personnes. Maintenant, commençons. Attitude 1. Avant de réagir, respire. Imagine la scène. Tu es dans les embouteillages. L'horloge te presse, ton téléphone vibre sans cesse, et tout autour de toi semble conçu pour te faire perdre patience. L'esprit s'est déjà réveillé en surchauffe, tentant de résoudre ce qui n'a même pas encore commencé. Et puis, comme un test de l'univers, une voiture te coupe brutalement la route et klaxonne encore, comme si c'était toi le fautif. À cet instant, tout en toi réclame une réaction. La colère monte comme un feu sec et l'impulsion est claire. Répondre de la même manière, montrer que tu n'acceptes pas d'être manqué de respect. Mais c'est là que commence la différence entre celui qui vit esclave du monde et celui qui a appris à se protéger de l'intérieur. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. La scène est neutre, ce qui change, c'est le regard que tu poses dessus. Tu peux l'interpréter comme une attaque personnelle et réagir comme un champ de bataille ambulant, ou faire ce que peu osent faire, t'arrêter. Respirer avant de réagir n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de résistance silencieuse. C'est comme si, en inspirant profondément, tu dressais un bouclier invisible entre toi et le chaos, comme si tu disais « Ici, à l'intérieur, c'est moi qui commande ». Cette pause est un choix, et les choix changent les destins. Respirer change le rythme du cœur, change le ton de la voix, change le cours de la conversation. Respirer n'est pas seulement de l'oxygène, c'est de l'intelligence émotionnelle à l'état pur. Dans les secondes où tu respires, tu gagnes du temps, et le temps, c'est du pouvoir. Du temps pour réfléchir, pour relativiser, pour choisir. Et c'est dans cet intervalle que réside la liberté. La liberté de ne pas devenir semblable à ce qui t'a blessé. La prochaine fois que tu sens ton sang bouillir, passe un accord avec toi-même. Avant toute parole, tout geste ou toute décision, inspire, retiens, puis expire. Laisse l'air circuler là où la colère veut s'installer. La maturité émotionnelle commence exactement là, dans l'espace invisible, entre le stimulus et la réponse. Entraîne-toi à cela, transforme la respiration en ton premier bouclier, car celui qui respire avant de réagir vit ensuite avec moins de regrets. Attitude 2. Observe, mais n'absorbe pas. T'est-il déjà arrivé de ressasser une phrase que quelqu'un t'a dite des heures plus tôt? Ce n'était pas une attaque directe, peut-être même pas intentionnelle, mais il y avait quelque chose dans le ton, dans les sous-entendus, qui était resté coincé en toi. Et même après la fin de la conversation, le mot était toujours là, comme un écho désagréable qui résonnait dans ta tête. Tu as essayé de poursuivre ta journée normalement, mais ton esprit revenait sans cesse à ce moment. Tu imaginais ce que tu aurais dû dire, comment tu aurais pu te défendre, ou tu essayais simplement de comprendre pourquoi cela t'avait autant blessé. Et, sans t'en rendre compte, tu as permis qu'un commentaire extérieur devienne un bruit intérieur. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous cessons d'observer pour commencer à absorber. Lorsque nous ne traitons pas une provocation pour ce qu'elle est, quelque chose d'extérieur, et que nous la laissons s'installer en nous, comme si elle avait le droit d'y habiter. Mais elle ne l'a pas, et ne l'a jamais eu. Épictète nous mettait déjà en garde. Si quelqu'un tente de te blesser, c'est ton propre jugement qui crée la blessure. Ce ne sont pas les paroles qui font mal, c'est ce que tu crois à propos de ce qui a été dit. L'offense n'entre pas toute seule, c'est toi qui l'as fait entrer. Ton esprit devrait être comme une maison bien entretenue, propre, protégée,
silencieuse à l'intérieur. Tu ne laisserais pas un inconnu y entrer avec des chaussures sales, ni autoriserais quelqu'un à crier au milieu de ton salon. Alors pourquoi laisser des mots chargés de mépris, de sarcasme ou de jugement se promener librement dans tes pensées? La maturité émotionnelle réside dans la capacité à écouter, sans se laisser contaminer, à observer un comportement agressif et comprendre qu'il en dit bien plus sur la confusion de l'autre que sur toi, à garder ton centre intact, même lorsque tout semble vouloir te faire perdre ton équilibre. La prochaine fois que quelqu'un te lance une critique creuse, une plaisanterie acerbe ou un commentaire dépourvu de sensibilité, visualise cela comme un objet lancé contre un mur. Il peut heurter, il peut faire du bruit, mais il n'entre que si le mur est fissuré. Et c'est pour cela que tu dois renforcer ta limite intérieure, pour ne pas laisser ce qui vient de l'extérieur altérer ce que tu es à l'intérieur. Tu peux tout entendre et n'absorber que ce qui te nourrit. Tu peux observer sans porter. Tu peux percevoir sans réagir. Et lorsque tu feras cela, tu remarqueras que le silence de la non-réaction est, bien souvent, plus puissant que n'importe quelle réponse. Attitude 3. Change ta pensée, pas le problème. Parfois, ce qui te détruit, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est ce que tu as cru que cela signifiait. Tu as essuyé une critique, une remarque froide, un geste qui t'a pris au dépourvu. Et dans la seconde suivante, ton esprit a construit un récit, pas seulement sur le fait en lui-même, mais sur ta valeur, ta capacité, ta place dans le monde. Cette critique est devenue une sentence, cette phrase un portrait, et ce moment un reflet déformé de ce que tu penses être. C'est ainsi que fonctionne l'être humain lorsqu'il vit en pilote automatique. Il ne réagit pas aux faits, il réagit aux histoires qu'il construit à partir des faits. Sénèque nous mettait déjà en garde à ce sujet. La souffrance naît plus souvent des jugements que nous portons que des situations que nous vivons. Et c'est l'un des grands pièges de l'esprit. Il invente, il exagère, il dramatise. Et, sans t'en rendre compte, tu te mets à porter un fardeau qui ne vient pas du monde, mais de ton interprétation. Les stoïciens s'entraînaient justement à faire l'inverse. Ils ne cherchaient pas du réconfort dans des phrases inspirantes, mais de la clarté dans des questions difficiles. Quand quelque chose les atteignait, ils ne se demandaient pas « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», mais plutôt « Comment puis-je grandir à partir de cela ? Est-ce que cela dit vraiment quelque chose sur moi ou plutôt sur l'autre ? Qu'est-ce que je tiens pour vrai sans l'avoir remis en question ?» Ce changement de question est ce qui permet de réécrire la pensée. Tu n'effaces pas ce qui s'est passé, mais tu changes l'endroit en toi où cela va habiter. Et ce déplacement est libérateur. Tu arrêtes de t'auto-saboter avec des pensées automatiques et tu commences à agir avec discernement. Au lieu de renforcer la blessure, tu transformes l'impact en carburant. Au lieu de te figer face à la critique, tu y vois une opportunité de devenir encore plus solide intérieurement. Réécrire la pensée, ce n'est pas nier la douleur, mais lui retirer le pouvoir de te diriger. C'est comme regarder une tempête et dire « Je ne contrôle pas la pluie, mais je sais où construire un abri ». Et cet abri se construit avec des choix conscients, avec de nouvelles lunettes d'interprétation, avec l'habitude de ne pas prendre la première pensée pour une vérité absolue. Alors, voici la pratique. Chaque fois que quelque chose t'affecte, écris ce qui s'est passé et juste en dessous, écris 3 versions alternatives du même fait. Une plus neutre, une plus optimiste et une plus stratégique. Observe comment ton cerveau réagit face à cela. Entraîne-toi chaque jour et tu verras que l'esprit est malléable. Il se reconfigure avec le temps, à condition que tu sois prêt à devenir l'auteur de tes pensées et non seulement leur spectateur. Car au fond, ce n'est pas le monde qui doit changer pour que tu sois en paix, c'est la signification que tu donnes à ce que le monde t'apporte. Et cette signification a toujours été entre tes mains. Attitude 4. Ne te mêle pas à des disputes inutiles. Certains conflits ne commencent pas à cause d'idées différentes. Ils naissent parce que l'ego s'est senti menacé. Parfois, il suffit d'un mot mal placé, d'un regard de travers, ou même d'un silence interprété comme une offense. En quelques secondes, ce qui n'était qu'un simple malentendu devient un affrontement. Et quand tu t'en rends compte, tu es déjà au milieu d'une guerre dont tu ignores même la cause. C'est ainsi que nous gaspillons notre énergie pour des choses qui n'en valent pas la peine. Des querelles qui ne nous apprennent rien, ne nous transforment en rien, et qui, au final, ne laissent qu'un sentiment de fatigue et de frustration. Car dans la chaleur du moment,
Personne n'écoute. Personne ne veut comprendre, ils veulent seulement gagner. Mais gagner quoi? Marc Aurèle disait « Évite les disputes futiles, elles détournent l'âme de son chemin ». Et il savait de quoi il parlait. Car lorsque tu t'engages dans une discussion inutile, même si tu as le dernier mot, tu perds quelque chose d'invisible, tu perds du temps, tu perds ta paix et tu perds ta concentration. Et parfois, tu perds même le respect de toi-même. Il est facile de se laisser emporter, de répondre à la provocation, d'entrer dans le jeu, de vouloir avoir raison. Mais cela prouve seulement que tu es encore guidé par tes impulsions. Ce qui est difficile, c'est de reculer, de regarder la situation, de respirer et de se demander « Si je gagne cette dispute, qu'est-ce que je gagne vraiment ?» La plupart du temps, la réponse est « Rien ». Il n'y a pas de trophée à la fin d'un conflit, seulement de l'usure. Alors que peux-tu faire? Tu peux choisir le silence. Non comme une fuite, mais comme une protection, non comme une faiblesse, mais comme une maîtrise. Refuser l'invitation au chaos est un acte de force intérieure, c'est se dire que ton temps, ton énergie, ta paix ne sont pas à vendre, que tu n'as rien à prouver à personne, que ton évolution vaut plus qu'un argument de plus, et que certaines batailles se gagnent justement quand tu refuses de les mener. Tu n'es pas ici pour gagner des disputes. Tu es ici pour gagner en clarté, pour grandir et pour aller plus loin. La prochaine fois que quelqu'un tente de t'entraîner dans un affrontement inutile, souviens-toi, ce n'est pas de la lâcheté que de choisir le silence. La lâcheté, c'est de se perdre soi-même pour nourrir l'orgueil. Attitude 5. N'attendez pas que les autres agissent comme vous le feriez. L'une des causes les plus silencieuses de la frustration humaine, c'est d'espérer que les autres aient le même cœur que vous, qu'ils pensent comme vous, qu'ils agissent comme vous, qu'ils rendent dans la même mesure ce que vous offrez. Vous vous donnez avec intégrité, vous offrez du soutien, vous agissez avec loyauté. Et au fond, vous espérez, même sans l'admettre, que ce don vous revienne de la même manière. Mais très souvent, ce n'est pas le cas. Vous respectez et vous recevez du mépris. Vous êtes aimable et vous recevez de la froideur. Vous êtes transparent et vous recevez du silence. Et alors, commence le cycle amer. L'esprit essaie de comprendre, de justifier, de trouver un sens. Mais la seule chose qui grandit, c'est ce sentiment d'injustice. Est-ce que c'est moi, le problème? Vous vous demandez, mais ce n'est pas vous. C'est l'attente que vous avez créée, celle que l'autre agirait comme vous. Marc Aurèle disait « Attends-toi à ce que les hommes agissent selon leur nature, non selon ta volonté. » Et cela change tout, parce que tant que vous continuez à espérer que l'autre vous traite avec la même conscience que vous portez, vous allez continuer à vous blesser. Les gens n'agissent pas en fonction de ce que vous méritez, mais en fonction de ce qu'ils savent, de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils portent. Et cela inclut des traumatismes, des limites, des peurs, des blessures que vous ne pouvez pas voir. Accepter cette réalité, ce n'est pas abandonner les gens, c'est se libérer de la nécessité d'être compris par ceux qui ne savent pas encore comprendre. C'est comprendre que chacun donne ce qu'il peut, selon son propre niveau de lucidité. Et exiger de la maturité de quelqu'un qui vit encore en mode automatique, c'est comme attendre qu'une graine se comporte comme un arbre. Cela n'arrivera pas, et vous serez déçu à chaque fois que vous attendrez. Alors, au lieu d'attendre une réciprocité exacte, agissez par conviction. Continuez à être loyal, juste, clair, non pas parce que quelqu'un le mérite, mais parce que cela vous représente. Vous n'agissez pas bien pour contrôler l'autre. Vous agissez bien pour rester entier. Et cela, c'est un acte de force intérieure, pas de naïveté. Mais ne confondez pas. Il ne s'agit pas d'accepter n'importe quoi. Il s'agit de poser des limites, d'apprendre à ajuster ce que vous offrez en fonction de ce que l'autre est émotionnellement capable de recevoir. Il s'agit d'arrêter de s'épuiser à vouloir changer, quelqu'un qui ne veut pas encore changer, et surtout de protéger votre énergie contre la frustration née d'une erreur fondamentale. Vouloir des fruits doux de la part de quelqu'un qui n'a pas encore développé de racines. Maintenant, voici la pratique. Quand quelqu'un vous déçoit, au lieu de vous ronger ou de vous culpabiliser, notez ce que vous attendiez. Et à côté, écrivez « C'était mon attente, pas une obligation de l'autre ». Cela aligne votre vision avec la réalité. Cela vous rend le pouvoir de continuer à être qui vous êtes, sans vous abîmer de l'intérieur, à essayer de comprendre ce qui n'est pas à votre portée. Parce que la vraie paix, ce n'est pas de faire en sorte que les autres agissent
comme vous le souhaiteriez. C'est d'apprendre à rester ferme, même quand il n'y arrive pas, et de continuer à être entier, même quand personne ne le reconnaît. Attitude 6. Maîtrisez votre corps pour maîtriser votre esprit. La plupart des gens tentent de calmer l'esprit avec des arguments, mais oublient que l'esprit entend d'abord le corps. Lorsque la colère arrive, elle ne vient pas avec un avertissement. Elle s'insinue comme une chaleur qui monte le long de la colonne vertébrale, une oppression à l'estomac, une tension dans la mâchoire. Le corps donne l'alarme avant que la pensée ne se forme, et si vous n'êtes pas attentif, vous réagissez déjà quand vous vous en rendez compte. Épictète enseignait que la première étape vers l'autocontrôle consiste à maîtriser ce que les autres peuvent voir. Le corps, l'expression, le ton de voix, et ce n'est qu'après qu'il faut maîtriser ce que personne ne voit, les pensées. Et cela a du sens, car le corps est le messager immédiat de l'émotion. Lorsque vous vous repliez physiquement, accélérez votre respiration, contractez vos épaules, vous envoyez un message clair au cerveau. Nous sommes en danger, même lorsqu'il ne l'est pas, et ce simple message déforme tout, votre perception, votre parole, votre décision. C'est pourquoi tout stoïcien apprenait à commencer par le corps, avant de parler, respirer. Avant de réagir, relâchez les épaules. Avant de prendre une décision, observez l'état dans lequel vous vous trouvez. Car bien souvent, ce n'est pas la situation qui vous met sous pression. C'est votre corps qui est déjà en mode de défense, même lorsqu'il n'y a pas de menace. Maîtriser le corps ne signifie pas feindre d'être calme. Cela signifie construire, peu à peu, la physiologie de la sérénité. C'est le contraire de ce que l'impulsion veut. Lorsque tout vous pousse à crier, vous baissez le ton. Lorsque tout en vous veut avancer, vous faites un pas en arrière. C'est alors que vous inversez la donne. Et il ne s'agit pas seulement d'autocontrôle, il s'agit de leadership émotionnel. Si vous ne dirigez pas votre propre corps, vous serez dirigé par vos instincts. Et dans cet état, vous réagirez toujours comme un otage, et non par choix. Le véritable pouvoir est celui de celui qui observe sa propre tension et décide d'agir malgré elle. Celui de celui qui sent la chaleur de la fureur monter, mais refuse l'invitation à exploser. Vous voulez une pratique concrète? Choisissez un moment de la journée où vous avez l'habitude de vous irriter. Cela peut être dans les embouteillages, l'email qui n'a pas été répondu, la réunion tendue, et, avant d'agir, faites ceci. Respirez lentement pendant 3 secondes et bougez le cou. Cela peut paraître insignifiant, mais ce geste envoie un nouveau commandement au cerveau. Nous sommes aux commandes. Et cela, répété au fil du temps, entraîne votre esprit à réagir avec clarté, même en plein chaos. Car le corps est le premier à être atteint et peut également être le premier à vous sauver. Celui qui apprend à écouter ses signaux gagne du temps, et celui qui gagne du temps gagne du pouvoir. Le pouvoir de ne plus être entraîné par sa propre réaction. Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'autocontrôle émotionnel, abonnez-vous et activez les notifications. Chaque vidéo peut être un pas vers votre renforcement. Attitude 7. Éloigne-toi de ce qui te déséquilibre. Il existe des endroits où l'âme apprend à se rétrécir. Tu entres en souriant, mais peu à peu tu te tais. Pas parce qu'il te manque du courage, mais parce qu'il y a trop de tension. Parfois, ce n'est même pas quelque chose d'explicite. Personne ne t'attaque, personne ne te rejette. Mais quelque chose en toi ressent. Ici, je ne peux pas respirer. Et pourtant, tu insistes parce que tu crois que ce n'est qu'une phase, parce qu'on t'a appris à tenir bon et tu crois qu'avec le temps, tout va s'arranger. Mais ce qui s'ajuste, en réalité, c'est ta limite. Tu commences à trouver normal de vivre en état d'alerte, normal de marcher sur des œufs, normal de te sentir vidé et de faire semblant que tout va bien. Mais Épictète disait, si quelque chose affaiblit ton âme, éloigne-toi. Ne marchande pas avec ce qui te déstabilise. Ne t'habitue pas à l'inconfort émotionnel, comme si cela faisait partie du lot. Imagine ton esprit comme un verre rempli d'eau claire, chaque environnement toxique, chaque présence manipulatrice, chaque relation qui t'en demande trop, y verse une goutte d'encre sombre. Au début, l'eau semble encore claire, mais jour après jour, tu deviens trouble sans même t'en rendre compte, jusqu'au jour où tu te regardes, et tu ne te reconnais plus. C'est pour cela que l'éloignement est nécessaire, pas comme une punition, mais comme une purification. Il ne s'agit pas de fuir les problèmes, mais d'arrêter de s'intoxiquer avec ce qui ne changera pas. Tu peux continuer
à être une bonne personne sans continuer à être disponible pour tout. Tu peux rester intègre, même en te retirant de ce qui te ronge. Voici la pratique. Identifie un cycle qui t'épuise, une conversation répétitive, une obligation forcée, un groupe dans lequel tu t'annules, et crée une limite claire. Cela peut être une pause d'un jour, réduire le temps, cela peut être le silence. Observe ce qui se passe en toi pendant cet intervalle. Si un sentiment de légèreté apparaît, c'est le signe que tu n'as jamais eu besoin de ce poids. Parce qu'il existe des lieux où ta présence ne fleurit pas, elle survit. Et survivre en permanence n'est pas une vertu, c'est un abandon de soi. La maturité, c'est savoir quand rester et quand partir. Attitude 8. Pratique l'empathie stoïcienne tous les jours. Il existe un type de sagesse qui ne crie pas, elle observe simplement et agit différemment. C'est ce que les stoïciens appelaient « voir au-delà de la surface ». Imagine que chaque personne qui croise ton chemin porte un sac à dos. Tu ne vois pas ce qu'il y a dedans, mais elle en ressent le poids. Certaines sont chargées de colère, d'autres de peur, et d'autres encore n'ont même pas conscience de ce qu'elles transportent. Et toi, sans rien savoir, tu finis par être atteint par cet excès. Peut-être que c'est un employé qui agit avec froideur, un collègue qui répond sèchement, un proche qui parle comme si tout était de ta faute. L'instinct pousse à réagir, mais la sagesse demande de regarder à nouveau. Est-ce que cette personne me parle vraiment à moi, ou parle-t-elle au monde qui l'a déjà blessé auparavant? L'empathie stoïcienne ne consiste pas à se mettre à la place de l'autre, elle consiste à percevoir que l'autre ne sait peut-être même pas où il se trouve. Elle consiste à comprendre que ce n'est pas personnel, c'est historique, et plus encore, que tu peux choisir de ne pas amplifier ce cycle. Marc Aurèle faisait cela même avec ses ennemis politiques. Avant de juger quelqu'un, il réfléchissait. Si j'avais vécu la même vie que lui, pensé les mêmes choses, souffert les mêmes douleurs, est-ce que j'agirais différemment? Cette réflexion, répétée avec sincérité, ne transforme pas les autres, mais transforme la manière dont tu les perçois. Et cela change tout, car quand tu arrêtes d'attendre de la cohérence de la part de ceux qui vivent un conflit intérieur, tu cesses d'être déçu. Quand tu comprends qu'il ne s'agit pas de toi, tu te libères de l'attaque, et quand tu refuses le rôle de victime, tu deviens le protagoniste de ta propre réaction. Voici un exercice stoïcien pour les prochains jours. Choisis une personne difficile. Cela peut être quelqu'un de proche, quelqu'un au travail, quelqu'un qui semble toujours désagréable. Au lieu d'imaginer des histoires à son sujet, elle ne m'aime pas, elle est arrogante. Essaie de faire le contraire. Écris 3 raisons invisibles possibles à son comportement. Pas pour justifier, mais pour adoucir la dureté de ton jugement. Tu vas remarquer quelque chose de curieux. Quand l'esprit fait de la place à la compréhension, le corps réagit avec légèreté. L'irritation disparaît, le ton change, la tension s'évanouit, et le conflit qui semblait inévitable ne commence même pas. L'empathie stoïcienne, c'est ça. C'est percevoir le poids sans avoir à le porter. C'est voir la douleur de l'autre sans en faire la tienne. C'est décider que ton état émotionnel ne dépend pas de ceux qui passent, mais de celui qui reste. Toi. Attitude 9. Coupe le superflu. Vis l'essentiel. Il y a des jours où tu arrives à la fin de la journée épuisé, mais sans savoir pourquoi. Tu regardes en arrière et tu n'arrives pas à pointer quelque chose de vraiment important que tu aies accompli. Seulement des réponses rapides, des interruptions, des tâches urgentes qui semblaient urgentes, mais qui maintenant n'ont même plus de sens. C'est comme si ton énergie avait été kidnappée par les petites choses. Et au fond, c'est exactement ce qui s'est passé. Sénèque disait « Le bonheur, c'est se concentrer sur ce qui compte ». Mais le monde te pousse dans la direction opposée. Il te remplit de distractions, de provocations, d'urgences mensongères. Et si tu ne choisis pas ce qui va occuper ton attention, quelqu'un le choisira à ta place. Tu réagis à un message déplacé, tu réponds à une critique qui ne valait même pas l'effort, tu t'énerves contre quelqu'un qui te dépasse dans une file d'attente, tu entres dans des discussions qui ne changent absolument rien. Et au final, tu es mentalement épuisé par des choses qui ne devraient pas durer plus de 5 secondes. C'est ce que les stoïciens appelaient la mort par 1000 coupures invisibles. Tu ne tombes pas à cause d'un grand choc, mais à cause de petits gaspillages quotidiens de ton attention. La solution? Vivre avec discernement, choisir ce qui mérite ton temps comme on choisit ce qu'on plante dans une terre fertile. Car chaque pensée nourrit,
Chaque émotion cultivée est une graine, et tout ce que tu arroses pousse. Voici l'exercice stoïcien pour aujourd'hui. La prochaine fois que quelque chose t'agace, avant de réagir, pose-toi 2 questions simples. Est-ce que cela comptera dans 5 jours? Est-ce que cela comptera dans 5 ans? Si la réponse est non, n'insiste pas. Ne gaspille pas ton énergie là où il n'y a aucun retour. N'offre pas ton attention comme si elle était infinie. Tu dois comprendre une chose. L'essentiel ne crie pas, il n'exige rien, il ne dramatise pas, il ne provoque aucun tumulte. L'essentiel est silencieux, c'est ce qui reste quand le bruit s'arrête. Et seuls ceux qui apprennent à protéger l'essentiel vivent avec légèreté dans un monde lourd. Parce que la véritable force, c'est de ne pas se laisser distraire, c'est d'avancer intérieurement avec clarté, même quand tout autour tente de te troubler. Attitude 10. Entraîne-toi au détachement émotionnel. Il existe une illusion subtile qui nous emprisonne, celle de croire qu'avec assez d'efforts, tout finira par s'arranger, qu'on peut sauver des relations, corriger des malentendus, changer des comportements, convaincre quelqu'un qui refuse encore de voir, éviter les pertes. Mais derrière cette quête se cache une vérité dérangeante. Plus on tente de contrôler ce qui ne nous appartient pas, plus on s'éloigne de notre propre sérénité. Le détachement émotionnel, ce n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence. C'est comprendre qu'il existe des liens qui ne tiennent que par un effort unilatéral, des attentes qui ne seront jamais comblées, des dialogues qui se répètent comme des cercles vicieux. Tu essaies, tu insistes, tu recules, tu réessaies, et au fond, tu sens que tu te vides. Pas à cause de l'absence de l'autre, mais parce que tu restes dans quelque chose qui a déjà perdu son sens. Les stoïciens ne prônaient pas l'apathie, ils prônaient le réalisme. Sénèque disait qu'une grande partie de la souffrance humaine vient de la résistance aux faits. Quand tu acceptes ce qui est, quand tu cesses d'idéaliser le potentiel de quelqu'un qui a déjà montré ses limites, quelque chose en toi se réorganise. Tu arrêtes de nager à contre-courant et tu commences à avancer dans la direction de ton intégrité. Ce n'est pas une rupture bruyante, c'est une décision silencieuse. Ne plus attendre de ceux qui ne peuvent pas donner, ne plus réclamer la présence de ceux qui sont déjà partis de l'intérieur, ne plus insister sur des liens qui ne subsistent que par habitude. Le vrai détachement, ce n'est pas de l'indifférence, c'est du respect pour soi-même, pour le temps qui passe, pour la paix que tu as le devoir de protéger. Pratiquer le détachement émotionnel, c'est refuser d'être otage. C'est décider que ta stabilité ne dépendra plus de l'humeur, de l'attention ou de l'absence de quelqu'un. C'est quand tu fais taire le besoin d'avoir raison, d'être compris, de justifier chaque pas. Et, à la place, tu choisis quelque chose de bien plus précieux, le soin de soi. Aujourd'hui, peut-être que c'est exactement ce que tu dois faire. Ne pas rompre, ne pas te disputer, ne pas t'expliquer, juste lâcher prise. Lâcher le contrôle, lâcher les attentes, lâcher le cycle. Dire mentalement « cela ne me définit pas, cela ne m'appartient pas, cela ne dictera plus le rythme de ma vie ». Parce qu'au fond, ta paix commence exactement au moment où tu cesses de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire « Je choisis le calme » et n'oublie pas, abonne-toi, mets un j'aime et partage cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Merci de ton écoute.